Bonjour à tous et bienvenue aux matinaux qui se sont levés tôt pour se joindre à nous pour cette table ronde sur l'emploi et la transition écologique dans le cadre de ces 24 heures du climat. Je suis Anne Bringot et je suis coordinatrice des opérations au réseau Action Climat et je vais animer cette table ronde où nous allons parler emploi et climat. On le voit, la plupart des scénarios qui se projettent sur la transition écologique prévoient des créations nombreuses d'emplois entre 100 000 et 600 000 d'ici à 2030. On voit aussi que les emplois créés dans la transition énergétique, les emplois directs, ont augmenté de 75% entre 2006 et 2017, soit 370 000 emplois. Mais au-delà des chiffres, la vraie question, c'est l'anticipation, comment accompagner les salariés vers ces nouveaux emplois et comment surtout accompagner les emplois perdus, les sites qui vont fermer. C'est aussi une question importante pour accompagner au mieux les salariés et les territoires vers ces nouveaux emplois. Je vais donner la parole à Émilie Cariou. Vous êtes députée de la Meuse et je crois que c'est un sujet qui vous préoccupe particulièrement. Bonjour, bonjour à tous. Je suis effectivement très heureuse de participer à vos tables rondes des 24 heures du climat. Alors moi, mon propos, il sera assez global et dans un cadre politique, sachant que nous avons à cette table ronde des experts qui pourront aller plus dans le détail sur l'emploi. Et donc cette table ronde, pour définir quels sont les modèles de transition et de développement qui puissent nous permettre d'accompagner, mais aussi d'accélérer la transition écologique, parce que c'est ça le sujet, c'est que aujourd'hui, on est à un stade où il faut absolument qu'on aille beaucoup plus vite. Et ça veut dire beaucoup plus vite, ça veut dire qu'il va falloir aussi prévoir des transferts d'emplois et de la formation professionnelle qui ira avec, pour donc accélérer cette transition écologique et puis continuer à lutter contre le réchauffement climatique et atteindre des objectifs que l'on s'est fixés. Alors moi, donc, je suis élue de la Meuse, je travaille au sein de la commission des finances, j'appartiens au groupe Écologie, Démocratie, Solidarité, et nous portons dans notre groupe tous ces sujets, non seulement d'urgence écologique, mais aussi d'urgence sociale, dans un esprit de synthèse, parce que nous considérons que l'une des priorités ne va pas et n'ira pas sans l'autre. Alors, pour pouvoir accompagner cette transition écologique au profit du climat, il nous faut bien évidemment que nous travaillions sur l'acceptabilité sociale des modèles de transition que nous choisissons. Ce sera le gage de réussite de cette transition. Or, dans cette transition, certaines activités vont progressivement disparaître au profit d'autres. Et derrière ces reconversions de sites industriels et derrière ces mutations, il y a bien entendu des réalités humaines et des réalités humaines qui marquent des territoires. Quand une usine ferme et qu'elle était le principal employeur à 50 km à la ronde, vous imaginez bien qu'on ne peut absolument pas laisser les salariés sur le carreau. Alors, il n'est pas question de leur dire traversez la rue, vous trouverez du travail, ou allez travailler à 200 km de chez vous et croire que tout va bien se passer. Parce que si on fait ça, non, tout ne se passera pas bien du tout, parce que, bien évidemment, il faut accompagner les salariés dans cette reconversion. Alors, ça signifie qu'il va falloir qu'on soit capable d'anticiper à 2, 5, 10, 20 ans quels vont être les métiers de demain, ce qui n'est pas évident, évidemment. Alors, pourquoi? Quels vont être les métiers de demain? D'une part, pour orienter les jeunes étudiants, les jeunes dans les formations professionnelles, et puis aussi pour pouvoir faire des plans de reconversion professionnelle pour que les salariés expérimentés et qui sont aujourd'hui spécialisés dans une activité puissent mettre leur savoir-faire au profit d'une autre activité. En gros, si on ferme une centrale à charbon sur un territoire, il faut penser aux voies de sortie qu'on peut proposer aux personnes avec, si possible, des évolutions dans leur carrière. Parce que si on propose des emplois avec des régressions, et notamment des régressions salariales, on va créer de la crise sociale. Alors, on ne peut plus raisonner comme on l'a fait pendant des décennies en se disant on ferme un site et on va mettre les salariés en retraite anticipée. Surtout au moment où on demande aux salariés de faire des efforts sur le temps de travail, on voit que là, on est en train de gérer des injonctions complètement contraires qui sont un véritable écueil à éviter. Alors, les solutions, à mon sens, c'est que tous les partenaires se mettent autour de la table pour anticiper ces solutions. C'est-à-dire les chefs d'entreprise, les syndicats de salariés, mais aussi les collectivités locales et bien évidemment les services de l'État, notamment les directs, mais pas que. Alors, j'ai un exemple, par exemple, sur mon territoire de fermeture d'une chaîne de production. C'était de production de papier dans mon département. Et j'ai pu voir comment on arrivait à reconvertir une partie des salariés dans une usine de production d'agroalimentaire, qui d'ailleurs fait de l'agroalimentaire en respectant un certain nombre de critères de respect du bien-être animal, de la rémunération des agriculteurs, etc.
Et donc, comment ça s'est fait? Avec un plan d'évaluation des compétences et un plan de formation organisé avec les 2 entreprises concernées et Pôle emploi. Et là, on a vu qu'on a pu reconvertir une bonne partie des salariés sur des emplois finalement qui étaient assez intéressants pour eux. Donc, ça veut dire qu'il faut que les acteurs se mettent à dialoguer entre eux. Il nous faut à cet égard beaucoup plus de démocratie sociale dans notre pays. Pour ma part, je suis favorable à augmenter le poids et le rôle des représentants des salariés au sein des conseils d'administration, parce qu'ils ont l'expérience, ils connaissent les savoir-faire, ils connaissent les métiers, et ce n'est pas dans une direction financière à l'autre bout du monde qu'on peut faire ce genre de choses. Il faut cesser de travailler en silo, écouter ce que nous disent les travailleurs, et enfin, concernant les métiers de demain, il faut qu'on développe des stratégies beaucoup plus robustes et réfléchies afin d'attirer les étudiants et les formations professionnelles vers ces métiers-là. J'ai en tête un petit exemple, et je ne vais pas trop monopoliser la parole. Dans mes travaux au sein de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et dans mes travaux au sein de la commission d'enquête sur la sûreté nucléaire, nous avons pu mettre en relief un gros sujet de ressources humaines dans le secteur nucléaire, donc un secteur particulier, où là, on va devoir faire face à des démantèlements, à des dépenses de sûreté nucléaire, et l'ASN nous alerte régulièrement sur le manque de compétences. Ça veut dire que là, typiquement, c'est un secteur où on sait on va manquer d'ingénieurs, on va manquer de chercheurs, on va manquer de techniciens. Il faut absolument qu'on arrive à attirer des étudiants dans ces secteurs-là. C'est un sujet, là, pour le coup, de sûreté et de transition aussi. Enfin, il me semble qu'il est temps, donc secteur industriel par secteur industriel, de faire ce travail d'anticipation avec tous les acteurs que j'ai mentionnés, hein, les entreprises, les syndicats, les collectivités locales, parce qu'elles sont très importantes, elles ont leur rôle à jouer dans la formation professionnelle, bien évidemment l'éducation nationale également. Enfin, j'aborde un volet financier qui est un des sujets qu'on abordera dans le plan de relance et dans la loi de finances qu'on va examiner cette année. Il est évident qu'un fonds de transition écologique et climatique devrait être doté pour financer ce type de reconversion. Ça pourrait être des fonds qui seraient gérés territoire par territoire. Il me semble que la région peut être le bon relais pour savoir où mettre les moyens pour convertir et reconvertir donc, nos activités industrielles territoire par territoire. Moi, je suis pour ma part favorable à un système de péréquation pour qu'on mette en place un système de contribution de transition des gros acteurs industriels. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a des acteurs industriels qui soit vont se reconvertir eux-mêmes, soit peuvent continuer dans leur activité. Mais je pense qu'on ne peut pas demander à des industries de mourir sans qu'on organise un système de péréquation dans l'économie. Le système pour faire de la péréquation, on n'a rien trouvé de mieux que de la contribution. Moi, je suis fiscaliste, donc évidemment, je vous pousse une solution qui est assez universelle et pour alimenter des fonds de transition dans lesquels on ferait ces fameuses formations et ces adaptations aux nouveaux métiers. En conclusion, ce que je peux dire, c'est qu'il nous faut de la réflexion, de la prospection et de la stratégie. C'est bien évidemment plus que jamais nécessaire pour réussir cette transition qui, aujourd'hui, nous paraît complètement incontournable. Merci Émile Cariou pour ce témoignage et ces premières pistes de propositions. Je vais maintenant passer la parole à Thomas Gaudin, qui est économiste à l'ADEME et qui va nous donner en fait un panorama chiffré, puisque l'ADEME, depuis plusieurs années, publie des résultats d'une étude sur les marchés et les emplois dans la transition énergétique. Et vous venez justement de publier les derniers résultats. Alors, quels sont les faits marquants de cette étude ? Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Alors ce que je vais dire va être peut-être un peu décalé par rapport aux questions de terrain, mais on pourra peut-être y revenir après. Donc moi je travaille au service en charge ancien service économie prospective de l'ADEME, maintenant direction exécutive prospective et recherche, et je m'occupe des questions liées à l'emploi depuis le Grenelle de l'environnement. Et l'étude marché-emploi liée à l'efficacité énergétique et aux énergies renouvelables, sa première édition a été faite au moment du Grenelle de l'environnement, justement avec l'idée de suivre les marchés que le Grenelle devait stimuler et de mettre en perspective l'observation de ces marchés avec les objectifs posés à l'époque.
Là, on a renoué avec cette approche cette année, c'est-à-dire qu'on a remis un volet prospectif avec le volet observation. Et maintenant, on peut observer de 2006 à 2018, parfois 2019. On a toujours un problème de timing de collecte de données, mais on observe donc 3 catégories de marchés. Les marchés liés au transport, les marchés liés à l'efficacité énergétique bâtiment, et efficacité énergétique transport, c'est pas le transport globalement, et puis les énergies renouvelables. Alors, je peux vous donner quelques… Donc, l'étude est en ligne depuis hier sur le site de l'ADEME. Alors, elle fait partie d'études qui sont d'autres. Il y a d'autres chiffrages sur l'emploi à cette échelle-là. Il y a notamment les chiffrages produits par l'Observatoire national des métiers et emplois de l'économie verte, auquel nous participons avec Régine Chevalier qui va intervenir aussi. On a également des chiffrages macroéconomiques, donc là avec des outils macroéconomiques, avec les emplois directs, indirects et induits, pour voir les impacts de politiques et mesures sur l'ensemble de l'économie. Mais là, ce dont je vais vous parler ici, c'est les chiffrages des emplois directement liés au marché, qui sont plus ou moins directement en lien avec la politique énergétique. Bon, on est dans les 24 heures du climat, le lien climat-énergie, on le connaît, hein, puisque c'est quand même l'enjeu, c'est de sortir des énergies fossiles. Mais c'est vrai que là, on est quand même sur une approche purement énergétique. Alors, au niveau des résultats, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, j'ai noté, non, juste quand même, avant de vous parler de ça, vous dire un petit peu de quoi il s'agit. Donc, derrière les bâtiments, c'est toute une gamme de marchés. Vous avez les chaudières à condensation, l'isolation des parois opaques, le remplacement des ouvertures, la ventilation mécanique. Voilà, c'est ce type de marché. On est à cette échelle-là quand on regarde les marchés de l'efficacité énergétique du bâtiment. Et vous avez pour chacun de ces marchés une fiche avec l'évolution des tendances et une mise en perspective quand on pouvait faire le lien avec les objectifs soit de la PPE, soit de la stratégie nationale bas carbone. Pareil pour les énergies renouvelables, vous avez réseau de chaleur, hydroélectricité, pompe à chaleur, éolien terrestre, bois énergie domestique, collectif, domestique et j'en passe. Je ne vous fais pas la liste exhaustive, ça serait trop long. Et puis pareil, les transports, on cible certains marchés. Donc vous avez véhicules électriques, véhicules hybrides, infrastructures des transports collectifs urbains, infrastructures ferroviaires, équipements ferroviaires. Voilà, vous avez toute une gamme de marchés. Et l'intérêt de l'étude, c'est on suit ces marchés depuis l'origine. Et quand on retaille à la marge ces marchés, on refait la série pour être cohérent de 2006 jusqu'à maintenant. Alors, l'ensemble de tous ces marchés que j'ai évoqués, ça représente en 2018 82 milliards d'euros. On était à 33 milliards en 2006. Et si on s'amuse à essayer de poser que c'est un taux de croissance annuel moyen par an, ça nous fait une croissance de presque 8% par an. Quand on traduit ça en emploi, c'est-à-dire en équivalent temps plein, temps de travail associé à ces marchés, je vous passe les détails entre les exports et les imports, ils sont évidemment pris en compte. Mais quand on est au niveau des marchés, des emplois, on est à presque 5% de croissance des emplois par an. Donc, le décalage est intéressant à voir, c'est que les marchés progressent plus vite que les emplois. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des marchés très ouverts sur l'économie internationale et donc on a une augmentation des importations qui est aussi importante. Donc, on a aussi, quand on regarde dans le détail, des hausses d'emplois liés à l'exportation qui sont intéressantes, mais moins importantes que les importations. L'autre enseignement qu'on peut… Alors, il y a plein d'enseignements que vous pouvez tirer de cette étude. Je vous invite à la télécharger. Elle a 3 volets. Vous pouvez la regarder au global. Vous la pouvez regarder par ensemble de marché ou par sous-marché. Donc, c'est pour ça que le lectorat de cette étude est extrêmement varié. Un point aussi qui me paraît intéressant à soulever, c'est que quand on compare l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, en fait, l'efficacité énergétique, et encore, je prends juste la partie logement existant. Hein. Donc, le marché de l'efficacité énergétique logement existant, c'était 13 milliards en 2006. On est passé à 23 milliards en 2018. Et si vous comparez avec les énergies renouvelables, ben c'est à peu près analogue. C'est 10 milliards pour les énergies renouvelables et 25 milliards, 10 milliards en 2006, 25 milliards en 2018. Or ça, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est une seule ligne qui fait l'efficacité énergétique logement fait autant que
toutes les lignes des énergies renouvelables. Donc, j'incite parce que quand on médiatise chacune des lignes, on a l'impression que c'est plus important, mais en fait, non. La petite ligne efficacité énergétique pour les logements existants, je ne mets même pas le tertiaire, je ne mets même pas le neuf, ça absorbe toutes les énergies renouvelables. Donc, l'enjeu en emploi est clairement, a toujours été, et ça, on l'avait vu déjà depuis le Grenelle, mais c'est toujours confirmé maintenant. Donc, si je vous le donne en équivalent temps plein, ça représente maintenant 180 000 ETP pour l'efficacité énergétique logement et 107 000 en 2006. Alors que quand on est sur l'ensemble des énergies renouvelables, on est à 85 000. Donc je vous avais dit pour le logement, c'était 180 000 ETP. Là, on est simplement à 85 000 ETP pour les énergies renouvelables et 60 000 quand on était en 2006. Donc, c'est quand même intéressant de rappeler ces enjeux. Sur la question de l'emploi, s'il y a vraiment un sujet, alors je parle pour le champ de l'ADEME, qui n'inclut pas l'eau, la biodiversité et le nucléaire, mais pour les champs que traite l'ADEME, s'il y a vraiment un sujet où il ne faut pas se rater, c'est l'efficacité énergétique pour les logements existants. C'est très clair. Voilà. Merci. Juste, si vous voulez, en 2 minutes, je crois que l'ADEME a aussi des actions au niveau des territoires. Donc là, on va rentrer plutôt par le côté solution de terrain. Et donc, vous menez des actions aussi, je crois, pour accompagner ces reconversions ou les créations d'emplois dans les territoires? Oui, alors très rapidement, parce que là aussi, ça mériterait 4 heures de développement. Nous, en fait, l'ADEME n'a pas de compétences emploi. C'est pas un acteur de l'emploi. On n'est pas chargé de l'orientation scolaire professionnelle. On n'est pas chargé on ne s'occupe pas de reconversion. Nous, on travaille sur des horizons de temps qui sont plus longs. Et donc, mon activité consiste justement à trouver des traits d'union entre l'horizon de temps des acteurs de l'emploi et l'horizon de temps des acteurs de l'environnement. En gros, c'est 4 ans. Donc, ce qu'on fait, c'est donc on n'est pas sur des reconversions de gens qui perdent leur emploi. On est sur de l'anticipation pour éviter ce genre de choses, notamment. Mais il y a un vrai décalage entre la réalité du marché du travail qui est extrêmement mobile. Le marché du travail, c'est 10 000 postes de travail supprimés et créés chaque jour, x4 si vous regardez les mobilités professionnelles. Donc, nous, on n'est pas du tout sur ce pas de temps-là. On est sur du 4 ans. Et donc, ce qu'on fait, c'est on travaille beaucoup avec le réseau des maisons de l'emploi depuis le Grenelle de l'environnement. Donc, c'est à l'échelle des bassins d'emploi. Donc là aussi, ça rejoint donc les propos de tout à l'heure. C'est que c'est vraiment l'enjeu, c'est la mobilisation de l'ensemble des parties prenantes, donc éducation nationale, formation, les professionnels de la filière, les gens de l'insertion, etc. Et donc, avec eux, on co-construit un diagnostic partagé. On met une année pour assimiler ce diagnostic, donc c'est pas rien. C'est pas seulement du rétroviseur, c'est aussi du pare-brise. On s'intéresse à ce qui va se passer sur les marchés dans les 4 années qui viennent. Et le fait de partager les anticipations, de voir ce qui manque, etc., génère une envie de créer des solutions par les acteurs qui se mobilisent en sous-groupe de travail. Et ça donne un plan d'action sur 3 ans animé par la Maison de l'Emploi. Voilà, pour essayer de faire. C'est l'équivalent de ce qui se passe au niveau national avec les contrats d'études prospectives. Je ne sais jamais l'équation, Brigitte Chevalier le précisera, entre CEP, EDEC, ADEC. Enfin, en gros, voilà. Le package, c'est diagnostic partagé et derrière un plan d'action de 3 ans. Voilà. Je n'ai pas aussi évoqué les actions de formation. L'ADEME est aussi un opérationnel de formation. Vous pouvez aussi taper sur Internet ADEME Formation et vous tombez sur un catalogue d'offres de formation. Donc là aussi, ça contribue à anticiper les changements nécessaires pour les marchés. Merci beaucoup pour cet éclairage. On voit effectivement beaucoup de potentiel d'emploi dans le bâtiment, qui n'est pas le secteur auquel on pense toujours en premier, notamment la rénovation des logements, qui est un enjeu phare, qui est beaucoup porté par de nombreux acteurs. Et il y a eu des tables rondes dans les 24 heures du climat hier sur le sujet que je vous invite à revoir. Justement, on est dans un contexte aussi particulier avec le plan de relance qui a été annoncé il y a quelque temps. Alors, tout cet argent, tous ces milliards, en fait, est-ce qu'ils vont avoir un impact ou pas sur l'emploi en fonction des secteurs qu'il va soutenir? Le WWF France a mené une étude justement sur ce plan de relance et l'impact qu'il pourrait avoir. Il dit qu'il pourrait soutenir plus d'1 million d'emplois d'ici la fin du quinquennat. Pierre Canet, directeur du plaidoyer du WWF France, est-ce qu'il est possible d'en savoir plus? Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'organisation de ce temps d'échange sur l'emploi.
L'emploi pour le WWF, très important dans un contexte de crise sanitaire. D'abord, lorsque tout le monde a connu ce choc dès le départ avec le confinement, un effet immédiat par rapport à l'emploi, et donc on avait appelé au tout début de la crise à mettre en place des filets de sécurité, donc l'État a réagi avec le chômage partiel notamment, peut-être d'autres mesures auraient été nécessaires, et pour nous, ce temps-là, on l'a utilisé pour réfléchir à la relance, dans le contexte où forcément cette crise sanitaire allait et va amener une crise économique et sociale, avec pour nous l'enjeu de se dire que cette crise risquait, et nous en tant qu'écologistes, on connaît aussi beaucoup la tentative du retour en arrière, avec des risques sur le droit de l'environnement, sur des mesures, des engagements. Et donc pour nous, c'était très important que cette relance soit tournée vers la transition écologique pour l'ensemble des secteurs que l'ADEME, Thomas évoquait tout à l'heure, qu'il s'agisse de rénovation, de mobilité durable, transport ferroviaire, vélo, mobilité individuelle donc, ou même encore énergie renouvelable, et se dire qu'à cette phase critique, il y avait 3 scénarios qui pouvaient se profiler, que l'on a intégrés à notre étude, à ce chiffrage du potentiel en termes d'emploi, de création de valeur économique, d'une relance. Eh bien, ces 3 scénarios, c'était celui du laisser-faire, ou en tout cas, on continue sans pour autant mettre en œuvre la transition écologique, un vrai risque dans le contexte d'une crise économique et sociale. On l'a vu il y a 10 ans avec la crise financière, et des décisions qui n'ont pas toujours permis justement d'accélérer cette transition écologique. Donc il y a ce risque-là, et donc il nous fallait établir dans l'ensemble 5 secteurs clés de la transition écologique: rénovation thermique, transport collectif, mobilité individuelle, agroécologie. On y a ajouté aussi le tourisme vert, notamment le vélotourisme, sur lequel l'ADEME a beaucoup travaillé, qui nous semblait être intéressant dans un contexte aussi estival et vis-à-vis de la France, très touchée dans le secteur du tourisme en matière d'emploi du fait de cette crise. Et donc ces 3 scénarios, celui du laisser-faire que j'évoquais, le deuxième, celui des engagements de la France, comment la France peut maintenir son ambition avec des engagements 2030 qu'il s'agit d'honorer. On a vu des retards ces dernières années en matière de mise en œuvre par rapport aux objectifs et aux engagements de la France. Donc très important pour nous sur ce deuxième scénario de voir et d'estimer combien en termes de création de valeur économique, de potentiel de création et de soutien à l'emploi, direct, indirect et induit. Donc cette fois-ci par rapport à l'ADEME, on est sur direct, indirect et induit. Donc faire en sorte que ces soutiens puissent, dans le cas du deuxième scénario, permettre à la France d'honorer ses engagements en matière de stratégie nationale bas carbone, de programmation pluriannuelle de l'énergie, ou même encore sur l'alimentation suite à la loi Egalim. Troisième scénario, se dire que finalement, la relance, si elle est bien prise, peut servir comme un booster de la transition écologique et faire en sorte que la France dépasse ses objectifs et de regarder ce que ça voulait dire en termes de soutien à l'emploi. Alors c'est un exercice qui a été quantitatif, on l'a mesuré, on s'est attaché pour chacun des secteurs aussi, au-delà du chiffrage, eh bien de regarder quelles étaient les mesures qui devaient être et accompagner cette relance. Car il ne s'agit pas simplement de mettre des milliards sur la table, de faire un effort en termes d'investissement, de prêts, d'aides. Il s'agit également de voir et de mettre en œuvre la transition écologique et de voir l'effet de ces mesures sur l'emploi. Donc nous avons souhaité y greffer à ces différents scénarios et à cet emploi pour pouvoir dépasser notamment les objectifs de la France. On a cherché à y greffer toutes les mesures qui nous intéressaient beaucoup pour ces différents secteurs, de la Convention citoyenne notamment. Donc important par rapport à l'emploi de bien se dire que ça ne se fait pas uniquement par des investissements, mais aussi par des réglementations, par des décisions en lien avec tout le travail de la Convention citoyenne. Et donc, en lien avec des collectivités locales, avec des partenaires du monde économique, ce chiffrage, il nous a donné les résultats suivants: 1 million d'emplois soutenus d'ici la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron, avec un plan de relance vert, soit 2 fois plus en fait qu'un scénario du laisser-faire d'ici la fin du quinquennat, où on aurait vu un plan de relance ne rien consacré en matière de montant et d'investissement de financement et d'investissement pour la transition écologique. On a vu aussi un effet, si ces investissements sont amplifiés d'ici 2030, si la transition est bel et bien accélérée, de se dire qu'il y a un effet aussi sur le long terme d'ici 2030 avec 2 millions d'emplois soutenus dans l'ensemble de ces 5 secteurs, c'est-à-dire 3 fois plus qu'un plan sans soutien ambitieux fléché vers la transition écologique. Donc tout cela a des conditions, celles de la mise en œuvre des mesures de la Convention citoyenne,
celle des montants d'investissement mis dans le cadre de la relance et par la suite pérennisés, amplifiés après le quinquennat d'Emmanuel Macron, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas du plan de relance. Et donc, nous avons chiffré, avec l'aide notamment du travail d'I4C, les besoins d'investissement dans ces secteurs de 14 milliards d'euros par an. Et vous ferez le calcul, ça se rapproche sur 2 ans des 30 milliards pour la transition écologique du plan de relance, sauf que, attention, ici, ces 14 milliards, c'est certains secteurs. On parle de la rénovation thermique, on parle de la mobilité, transport collectif et mobilité individuelle. Et donc, ces montants-là, ils sont mobilisés également pour les énergies renouvelables. Donc, 14 milliards, donc, ça veut dire aujourd'hui, en termes de montants, ce qu'on a pu regarder dans le plan de relance, pas assez dans certains secteurs mis. On a pu saluer, nous, WF, du moins accueillir ce qui a été fait en termes de rénovation et de mobilité durable, mais pour le reste, pas assez d'investissements mobilisés ou de financement. Et surtout, vis-à-vis de l'emploi, il nous reste à comprendre comment on passe d'une logique de transition dans certains secteurs avec des efforts d'investissement à une vraie logique de transformation avec, pour nous, au sein des ONG, une condition et une garantie attendue de la part des entreprises, des grandes entreprises qui recevront des financements, des aides dans le cadre de cette relance, c'est l'éco-conditionnalité, c'est-à-dire de bel et bien s'assurer que ces entreprises se mobiliseront et participeront, contribueront, s'engageront dans la transition écologique suite à cette relance, et un enjeu qui est celui aussi de la conditionnalité sociale, et on en vient là à l'emploi, de réfléchir comment cette contribution des grandes entreprises à la transition, leur engagement, leur alignement avec l'accord de Paris, peut également s'accompagner d'une garantie vis-à-vis du social. Et justement, dans le plan de relance, nous avons regardé les mesures ou les annonces en termes de formation sont très importantes pour l'emploi dans le cadre de cette relance verte et pour la suite. Donc, dans les mesures en termes de formation, il y a eu, il faut le saluer ou l'accueillir en tout cas, des renforts apportés, que ce soit pour FNE Formation, qui permettrait éventuellement d'accompagner des salariés, s'ils le souhaitent, en période de chômage partiel pour justement se former aux métiers d'avenir. Les formations aux métiers stratégiques de demain, avec des moyens, 25 millions mobilisés, mais c'est très peu, c'est 1 000 € par personne. Et puis, des dotations complémentaires qui ont été apportées dans le cadre de Transition Pro, on en reviendra peut-être tout à l'heure, pour des salariés qui souhaitent se reconvertir. L'apprentissage aussi, très important pour nous. Cet apprentissage, il a été renforcé à travers Pro-A, ce dispositif qui permet justement de faciliter l'apprentissage et aider aussi les salariés dans une perspective de reconversion. Donc, ces efforts, on voit les montants et les renforts qui ont été apportés dans le plan de relance. Maintenant, par rapport aux chiffres, le million que j'annonçais, au-delà du quantitatif, il faut aller vers du qualitatif. Et donc, ça ne dit rien sur la qualité des emplois qui seront soutenus. Ça ne dit rien non plus sur les conditions du dialogue qui sera mis en place dans le cadre de cette relance et par la suite la transition écologique. Et donc, il y a encore beaucoup d'inconnus par rapport à la mise en œuvre de ce plan de relance, du rôle des territoires, de l'accompagnement et de l'intégration des syndicats dans ce travail, souvent dans une logique que l'on souhaite territorialiser, et faire en sorte aussi que l'État, on l'a vu en crise Covid, pour l'emploi, reprenne un peu les choses en main, je dirais jusqu'à dire reprenne le contrôle, dans une logique plus de planification et d'État stratège. Et reprendre le contrôle, ça peut être pour le pire ou le meilleur, et donc il y a des conditions apportées dans ce rôle d'État stratège que l'on souhaite, tourner vers la transition écologique, tourner vers les garanties à l'emploi et aux salariés, tourner vers la transparence et tourner dans une perspective aussi démocratique. Car un État stratège, lorsqu'on pense aux 30 Glorieuses, c'est peut-être aussi le plan à la française, c'est-à-dire une construction très top-down, du haut vers le bas, de filières industrielles sans aucun débat démocratique. On parle parfois de la technocratie en tout cas, et donc s'ouvre là maintenant pour nous un vrai débat démocratique. Comment faire cette transition, comment assurer la reconversion et comment mobiliser l'ensemble des acteurs pour bien s'assurer de la co-construction de cette transition, avec au cœur de cette transition la question de l'emploi. Alors cette relance, c'est un peu un moment de vérité pour nous, la France, dans le cadre de ce retour de l'État en termes de planification. On verra par rapport au commissariat, au plan et à la prospective, un rôle qui peut être important, mais le nouveau haut-commissaire a peu parlé pas du tout de transition écologique dans ses prises de parole, donc on l'attend vraiment là-dessus, et de faire en sorte que l'emploi soit au cœur de cette réflexion, parce qu'effectivement, comme ça a été dit précédemment, ça s'accompagne,
Et donc, nous, WWF, on pense que on peut le faire. Il est possible par les moyens mobilisés aujourd'hui dans le cadre de la relance, mais que beaucoup reste conditionné par la suite et un petit peu la façon de faire qui sera fixée par le gouvernement dans les prochaines semaines. En une minute, peut-être très Oui. rapidement, le WWF agit aussi au niveau des collectivités, à des réflexions au niveau des territoires. On voit que l'anticipation et l'accompagnement de ces reconversions, il va se faire aussi au niveau des bassins d'emploi. Donc vraiment très très rapidement, quelle est la vision du WWF à ce niveau-là? Pour nous, les territoires sont au centre du jeu parce que c'est là, comme l'a dit Madame la députée, vis-à-vis de certains bassins d'emploi, que les choses doivent être construites. Dans une perspective de dialogue, on va être, je pense, nombreux à appuyer aujourd'hui lors de ce panel, et de se dire que qui de mieux que la collectivité pour comprendre ce qui se passe au niveau du territoire avec les entreprises, avec les syndicats et les salariés, avec le patronat, donc l'ensemble des représentants du territoire associés à un dialogue, avec des moyens mobilisés par l'État, des outils en termes de formation et d'apprentissage, j'en parlais tout à l'heure. Et on a testé ces dernières années des formats qu'on a voulu appeler COP locales. Lorsqu'on a vécu la COP 21, on a vu une certaine émulsion des coalitions se former, justement du dialogue en 2015 autour de plusieurs thématiques, rénovation, énergie renouvelable, etc. Et donc à Rouen-Normandie, la métropole, l'idée c'était dès 2016 de créer des coalitions, une COP locale, et de voir comment ouvrir cet espace de dialogue et d'engagement, parce que le dialogue doit nous amener aussi à des engagements pour mettre en œuvre la transition écologique. Là, c'est un peu la même idée. Le gouvernement a annoncé des contrats de relance et de développement écologique. Pour l'instant, on ne sait pas si ces contrats seront dotés. Il y a un point qui est très important pour nous, c'est le fléchage de moyens supplémentaires pour les collectivités dans le cadre de cette relance vers la transition écologique. Et donc, on va dire la clé de réussite sera vraiment dans la capacité du gouvernement d'animer cette relance et de donner les moyens aux collectivités d'assurer ce dialogue très local avec l'ensemble des parties prenantes. Donc, nous, on va le tester. On aimerait le tester avec des syndicats, des acteurs locaux. La semaine prochaine, il y a un grand rendez-vous de l'après qui est organisé à Rouen-Normandie par la nouvelle équipe en place. Donc, cette envie de certains territoires de s'y mettre dans le cadre de cette relance. Et puis, des régions comme par exemple la région Centre-Val de Loire qui a lancé sa COP régionale et qui réunit beaucoup d'acteurs autour de ces enjeux de la transition qui maintenant devra également être mobilisé sur cette question de la relance et de la transition. Merci Pierre Canet du WWF. Donc on l'a vu, un rôle de l'État attendu pour anticiper les transitions professionnelles, anticiper les besoins d'emploi, mais aussi les emplois qui vont être supprimés, donner un cadre pour ces reconversions, le rôle des régions absolument central sur les formations, mais aussi, voilà, parce que la région, par exemple, les chefs de file sur l'efficacité énergétique, qui est un secteur, on l'a vu avec les données de l'ADEME, où il y a beaucoup de création d'emplois. On a vu l'importance du bassin d'emploi, puisqu'effectivement, les emplois qui vont être créés ne sont pas forcément au même endroit que les emplois qui vont être supprimés. Donc, comment on arrive à créer du lien entre ces différents types d'activités? C'est bien au niveau des territoires qu'on le fera. Et maintenant, on va rentrer au niveau des entreprises. Je vais laisser la parole à Patrice Rich, qui est directeur de l'emploi EDF. Comment le groupe EDF, justement, qui a beaucoup de salariés, d'ailleurs je n'ai pas le nombre, c'est un chiffre que vous nous donnerez, je pense, avec plaisir, comment il accompagne ces reconversions internes, puisque au sein même du groupe, il y a évidemment des changements de métier. Et bonjour à tous, très heureux de participer à cette matinale. Alors, bien sûr, EDF, vous l'avez souligné, est en prise avec ces sujets de fermeture de sites, que ce soit avec les sites charbon, mais également avec Fessenheim. D'abord, effectivement, vous avez raison de le souligner, ça s'anticipe le plus possible, plusieurs années avant, lorsque c'est possible, sur l'accompagnement social des salariés, mais également de nos prestataires, car le choc pour ceux qui le vivent est toujours violent. Alors bien entendu, le dialogue avec les partenaires sociaux et également l'information permanente des salariés sont des clés toujours incontournables. Alors on a mis en place des mesures adaptées aux différentes situations personnelles avec la construction d'un projet professionnel pour chacun des salariés, des immersions, alors tant pour découvrir de nouveaux métiers, mais également de découverte de l'environnement de travail et du cadre de vie avec conjoints et famille pour pouvoir se projeter. Bien sûr, des formations, plusieurs d'entre vous l'ont déjà souligné, des formations professionnelles spécifiques et un accompagnement de chaque salarié dans son nouvel emploi. Alors, ça passe évidemment par une task force locale d'accompagnement à la mobilité, car c'est bien au niveau local que cela se joue, de manière très pragmatique, parfois avec l'aide à la rédaction de CV ou de lettres de motivation,
mais aussi pour identifier des parcours possibles, d'autres parcours possibles, sortir de son métier vers d'autres métiers, voire d'autres sociétés du groupe, notamment celles qui se développent dans le cadre de la transition énergétique. Alors, vous le savez, au cœur des transitions énergétiques et numériques, la filière électrique va vivre de fortes transformations d'ici 2030, l'évolution du mix énergétique avec davantage de production renouvelable, avec l'éolien terrestre offshore, le solaire, parfois couplé à du stockage, le développement de l'hydrogène, de la mobilité électrique, de villes ou d'entreprises smart et bien entendu de tous les services énergétiques associés. EDF a engagé un plan solaire, un plan stockage, nous sommes très impliqués dans l'hydrogène. Alors plus particulièrement, si l'on zoome sur le segment qui constitue le système électrique, donc à savoir la production, le transport, distribution et fourniture d'électricité, ce segment représente aujourd'hui environ 300 000 emplois, avec certains métiers qui sont d'ores et déjà en tension, notamment dans les métiers techniques. Émilie Cariou le citait, on a aujourd'hui déjà parfois des difficultés de recrutement et à réussir les équations de recrutement sur ces emplois. Et si nous allons au bout des objectifs fixés dans la PPE, ça représente un potentiel de création de plusieurs milliers d'emplois, plusieurs dizaines de milliers d'emplois, même dans les énergies renouvelables. Alors, Madame Chevalier va nous parler dans quelques instants d'EDEC, savoir l'engagement de développement des emplois et des compétences. Dans cette table ronde, justement, pour notre part, nous attendons les préconisations de l'EDEC de la filière électrique pour cet automne. Elles nous permettront de conforter certains éléments de trajectoire et de générer de belles opportunités de parcours professionnel. Alors, dans le contexte de fermeture de sites, on a également certains salariés qui ont aussi des envies d'entrepreneuriat et nous les accompagnons dans leurs projets de création d'entreprise. Ça existe, à EDF également, de mécénat de compétences. Et enfin, un thème qui est extrêmement important dans les territoires, c'est l'accompagnement de nos entreprises prestataires. Nous avons également plusieurs milliers d'entreprises, de salariés prestataires qui nous sont très fidèles. Et donc, on a une vraie obligation envers eux. Donc, on les oriente, on les positionne vers de nouveaux marchés auprès d'autres entités du groupe ou d'autres donneurs d'ordre, en privilégiant bien sûr une logique de bassin d'emploi régional, mais également en portant à la connaissance des salariés et des entreprises prestataires nos propres offres d'emploi au sein du groupe ou celles des entreprises du bassin d'emploi. Et ça se fait en lien avec les chambres de commerce, Pôle emploi, les syndicats professionnels et les délégations régionales d'EDF. Et comme vous en doutez, ces situations peuvent parfois engendrer des risques psychosociaux qu'on essaye de prévenir avec un processus de détection, de traitement des RPS qui intègre le maximum de parties prenantes, tant les managers, les salariés, les médecins, bien entendu les organisations syndicales. Alors, vous l'avez compris, fermer de gros sites, j'entends par là plusieurs centaines d'emplois, comme c'est le cas pour nos sites de production, ça reste compliqué, ça reste très sensible. L'impact pour le territoire est majeur et donc on aborde le sujet avec de la méthode, certes, mais vraiment beaucoup d'humilité. Merci. Je crois que vous essayez également d'innover sur certaines pratiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? Alors oui, on va dire que cette nécessité de reconversion, elle nous a permis, alors dans un contexte de diminution d'effectifs pour certaines unités, de recherche de compétences pour d'autres, où la mobilité interne est quand même privilégiée, où l'offre et la demande ont parfois du mal à correspondre, on a essayé de trouver des solutions qui vont au-delà des solutions classiques. Alors, par exemple, on essaie de s'appuyer davantage aujourd'hui sur ce qu'on appelle les compétences transverses des salariés, par exemple la capacité d'apprentissage ou d'adaptation, en plus de leurs compétences techniques, métiers, et en proposant la perspective d'un nouveau projet professionnel qu'ils n'auraient peut-être pas envisagé. Passer, par exemple, de conseiller clientèle vers logisticien technique. On l'a fait. Nous avons également développé des offres de formation en alternance, mais là, en l'occurrence, de l'alternance interne pour les salariés d'EDF qui sont donc en reconversion, donc en alternance dans une école et dans leur future équipe de travail, un peu ce qui existe déjà avec les jeunes en alternance, et lancer plusieurs promotions sur des métiers où il y a de la demande, des métiers de l'IT, donc métiers de data analyst, métiers de planificateur, qui permettent à des salariés de domaines divers, commercial, support, parfois technique également, de se réorienter vers des métiers d'appel, de l'IT ou du technique avec de beaux succès. Et je le disais, nous privilégions la mobilité au sein du groupe. Alors, EDF a la chance d'avoir plus d'1 millier de sites répartis sur le territoire français, 130 000 salariés pour le groupe en France. Je réponds à votre question, Madame Brago. Et ça nécessite bien entendu la mobilisation de toutes les sociétés du groupe, de leurs managers et de la filière RH. Alors, tout le monde connaît les forums physiques de l'emploi ou de la mobilité qui mettent en relation candidats et recruteurs. On a essayé de lancer des forums virtuels, des e-forums, sur un bassin d'emploi régional qui permettent la présentation et la découverte virtuelle des entités, des métiers et des emplois.
et de réaliser des entretiens, notamment via Skype, et de conclure des projets de mobilité sans même se rencontrer physiquement. Alors, c'est un dispositif un peu moderne qui nous a largement servi pendant la crise sanitaire et le confinement que nous venons de traverser. Voilà ce que je voulais dire. Merci à vous. Alors, je vais maintenant donner la parole à Philippe Portier, qui est secrétaire national à la CFDT. C'est vrai qu'en tant que syndicat, vous êtes également en bonne place pour voir ces tensions parfois sur l'emploi, à la fois les créations, mais les reconversions nécessaires, parfois les emplois menacés. Et évidemment, vous êtes en première ligne. Comment la CFDT anticipe aussi et accompagne ces reconversions professionnelles? Bonjour à tous. Alors, je vous écoute depuis tout à l'heure, même si j'ai eu un petit peu de mal à me connecter au départ. Moi, je trouve très bien déjà, je tiens à le dire, de faire de la prospective, c'est-à-dire de montrer comment la transition écologique pourra être créatrice d'emplois. Je pense que c'est important, tout simplement parce que trop souvent, à mon goût, on présente la transition écologique comme quelque chose enfin, si on fait rien, on va tous mourir. Et même si on fait quelque chose, ça va de toute façon mal se passer. Et je ne crois pas que ce soit très moteur hein, pour faire bouger tout le monde. Et on a besoin que tout le monde bouge. Donc, je voulais déjà dire ça. Après, pour tout vous dire, quand on regarde les différentes études et j'ai eu l'occasion d'en discuter avec Pierre sur celle de WWF que je trouve très bien. Nous, on a une crainte, très sincèrement, c'est qu'entre la dynamique de destruction d'emplois, tout simplement parce que certaines activités fortement émettrices de CO2 vont s'arrêter, et la création d'autres emplois verts ou circulaires ou ce que vous voulez, ce ne soit pas tout à fait les mêmes dynamiques. Et qu'on se retrouve avec une dynamique de création d'emplois qui soit relativement faible et une dynamique de destruction beaucoup plus forte. Et on pense qu'il y a un aspect qui est assez peu exploré, et pas assez en tout cas exploré, c'est tous les emplois qui sont autour de l'adaptation au changement climatique. Or, on sait très bien que les investissements d'aujourd'hui, ce sera beaucoup de coûts évités demain. Et le plan de relance, alors j'ai eu l'occasion de le dire au Premier ministre, hein, le plan de relance n'a pas ce volet-là. Et je trouve que c'est un manque. C'est un manque tout simplement parce que c'est un volet d'emploi qui, je pense, est des emplois qui existent déjà et qui seraient plus facilement mobilisables que certains autres. Donc ça, c'était un premier aspect. Après, sur comment on anticipe, donc je pense que si on veut anticiper, un des éléments cruciaux, c'est que dans l'entreprise, il y ait une gouvernance qui soit beaucoup plus partagée entre les employeurs, qui sont des représentants des actionnaires, et les salariés. Tout simplement parce que les intérêts ne sont pas les mêmes. Il nous semble que les salariés sont des parties constituantes de l'entreprise au même titre que les actionnaires, qu'à ce titre-là, ils devraient avoir des pouvoirs, sinon équivalents, en tout cas beaucoup plus équilibrés qu'aujourd'hui, et que donc c'est aussi en regardant comment on développe le nombre d'administrateurs salariés au sein des conseils d'administration, comment on fait en sorte que le comité social et économique ait son mot à dire. C'est pour ça que concernant le plan de relance et les conditionnalités, on demande que l'entreprise ne puisse bénéficier des aides publiques qu'à partir du moment où il y a un avis conforme du comité social et économique. Donc ça nous semble important. Et si on veut que les choses se fassent, il faudra, selon nous, en passer par là. Après, anticiper. Alors nous, on a des exemples très concrets d'anticipation qu'on a pu réaliser. C'est ce qu'on appelle les CV de site. Alors CV, c'est pour curriculum vitae. On a développé ça avec un cabinet d'expertise qui aide les CSE, qui s'appelle Syndex. Alors, on a plusieurs exemples. Hein. Alors, en quoi ça consiste? À partir du moment où on a un site qui est menacé, l'idée, c'est de mettre autour de la table les représentants de la direction, des représentants des salariés, une aide d'un expert économique et de réfléchir à quel futur pourrait être.
Donc, ce n'est pas forcément du tout dans la même activité. C'est vraiment de réfléchir à quoi cette entreprise ou cette usine et qu'est-ce qu'elle pourrait faire demain. On a eu un cas qui date un peu, mais qui est, je trouve, très parlant, de Bosch-Vénitieux qui faisait des éléments de corps d'injection diesel et qui s'est reconverti pour faire des panneaux solaires. Et ça d'une manière assez simple, en fait. Et pourquoi on a réussi à convaincre que ça pouvait être possible? Parce que non seulement on a eu cette expertise-là sur la stratégie industrielle de l'entreprise, mais qu'aussi on a regardé les compétences des salariés. Et ce qui est original, c'est qu'on n'a pas regardé les compétences des salariés individu par individu, mais on a regardé les compétences collectives des salariés. C'est-à-dire la communauté de travail de cette entreprise, dans ses différentes parties, qu'est-ce qu'elle est capable de faire et qu'est-ce qu'elle sait faire. Et c'est comme ça qu'on a vu que faire des panneaux solaires et usiner des corps de pompe diesel, ça, a priori, ça n'a rien à voir. Et pourtant, ce n'est pas si compliqué de passer de l'un à l'autre. Alors, tout ça pour dire qu'il ne faut pas non plus trop se focaliser sur qu'est-ce que va être le métier de demain, comment je vais transformer les compétences. Ce n'est pas forcément le plus compliqué. Ce qu'il faut, c'est avoir des outils de la formation professionnelle qui soient suffisamment agiles et réactifs, justement, pour pouvoir répondre aux besoins. Regarder les compétences, non seulement en termes de compétences individuelles, mais aussi en termes de compétences collectives, et mettre le paquet, si je peux dire, sur la transition professionnelle. C'est-à-dire, quand on a une activité qui va péricliter, comment je me projette, moi, salarié, dans une autre activité. C'est un des éléments importants du plan de relance dans son volet compétences, et ça, c'est plutôt pas mal. Merci Philippe Portier donc de la CFDT. Je vais maintenant passer la parole à Régine Chevalier du ministère du Travail, qui est évidemment un acteur clé également pour cette question de l'emploi, de l'anticipation et de l'accompagnement des reconversions. Alors, le ministère du Travail, ils mettent des études pour anticiper justement sur les évolutions des métiers et emplois. Concrètement, ça passe par des engagements de développement des emplois et compétences, des EDEC. De quoi s'agit-il ? Alors bonjour et merci pour cet échange. Alors en effet, un des enjeux principaux du ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion est de sécuriser l'emploi par l'anticipation des mutations économiques. Donc au niveau national, la délégation générale à l'emploi et la formation professionnelle et sur les territoires, les directs, portent un outil qui s'appelle EDEC, c'est un acronyme pour Engagement de développement de l'emploi et des compétences. Donc, ces EDEC ont pour mission, premièrement, d'accompagner les entreprises dans leur phase de transition et également d'accompagner la montée en compétences des salariés de ces entreprises, en particulier les TPE, PME, puisque ce sont souvent là où l'emploi est le plus fragilisé et où les salariés sont peut-être moins bien formés. Donc, l'EDEC est une démarche partenariale qui vise donc à anticiper et à accompagner tout simplement ce qu'on appelle toujours la GPEC, c'est-à-dire la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, des filières, des entreprises et sur les territoires. Donc, en fait, l'EDEC, c'est un accord qui formalise un plan d'action avec les filières et les branches professionnelles pour développer des actions opérationnelles pour accompagner les transitions auxquelles font face les entreprises, donc notamment la transition numérique et la transition écologique. Actuellement, la DGEFP porte une quarantaine d'EDEC et qui couvrent plus de 100 branches professionnelles. Donc, très concrètement, que se passe-t-il? Nous finançons des actions, qu'il s'agisse d'actions destinées à répondre aux enjeux à court terme d'attractivité, accompagner les enjeux RH d'une manière plus large, outiller la politique de certification des branches
professionnels et puis plus largement faire évoluer l'appareil de formation. Et donc, globalement, nous cherchons à identifier les besoins en compétences de demain, et cela avec les branches professionnelles. Donc, puisqu'on sait que les compétences sont un facteur de compétitivité des entreprises, des territoires, jusqu'à l'économie nationale. Donc, l'EDEC travaille également avec le ministère de l'économie, puisque la Délégation générale des entreprises a mis en place un Conseil national de l'industrie avec des contrats stratégiques de filière. Et les EDEC constituent aussi souvent le volet emploi-compétences de ces contrats stratégiques de filière. Et actuellement, les filières très fortement impactées par la transition écologique ou même qui se veulent actrices de la transition écologique travaillent avec nous sur des EDEC. Donc, nous avons la filière de l'électricité, la filière de l'eau, la filière de la transformation et de la valorisation des déchets, la filière des écoactivités et tout récemment la filière nucléaire. Alors, on le voit effectivement, un travail d'anticipation, d'accompagnement, en particulier des PME, TPE, sur les nouvelles activités ou les changements dans les emplois. Mais on le sait, dans les études qui sont produites et qui accompagnent la SNBC et la PBE, il va y avoir plus d'emplois créés en net, donc plus d'emplois créés que d'emplois supprimés, des créations nettes. Néanmoins, il y a des emplois perdus. Or, on a l'impression, quand on entend les actualités, qu'on découvre parfois la fermeture de sites ou des emplois qui sont menacés dans certains secteurs. Comment est faite également cette anticipation et cet accompagnement pour les emplois qui risquent d'être supprimés et pour lesquels on le sait, puisque ce sont dans les programmations, notamment sur le climat? Alors, l'EDEC est un outil d'anticipation, donc le ministère du Travail dispose aussi d'outils, disons, plus à chaud pour s'occuper comme l'activité partielle ou comme le FNE formation, pour s'occuper des entreprises qui sont déjà en situation difficile. L'EDEC, lui, essaye justement, pour éviter d'en arriver là, c'est un outil d'anticipation et vraiment d'accompagnement pour assurer ce maintien dans l'emploi. Donc, il est nécessaire de s'y prendre, bien évidemment, avec les branches professionnelles, avec les filières, bien en amont. Et justement, préalablement à la mise en œuvre du plan d'action que propose l'EDEC, que va mettre en œuvre l'EDEC, la première partie est toujours constituée par une étude prospective. On appelle contrat d'étude prospective au niveau de la filière ou au niveau de la branche professionnelle. Donc, en fait, c'est un diagnostic qui va aboutir sur des préconisations. En fait, c'est une analyse des écarts quantitatifs et qualitatifs entre l'état des lieux de l'emploi dans la branche actuellement et les besoins futurs, avec l'objectif d'adapter l'offre de formation et d'accompagner la résolution des écarts s'ils sont constatés. Donc, c'est là que nous travaillons en complémentarité avec l'ADEME, puisque nos angles d'approche se complètent. L'ADEME, Thomas Godin vous l'a présenté, travaille sur les marchés et les volumes d'emploi. Au niveau du ministère du Travail, nous travaillons par l'approche complémentaire directement par les entreprises, par le biais des branches professionnelles et des filières professionnelles. Et Monsieur Rich l'a cité tout à l'heure, actuellement, nous menons un EDEC sur la filière électrique et notamment sur le sujet des énergies renouvelables. Concernant la transition écologique, forcément, nos EDEC nous aident à identifier ces impacts sur les emplois actuels afin de déterminer si de nouveaux métiers vont être créés ou bien externalisés ou bien verdis, au sens où certaines compétences vertes vont être nécessaires à l'évolution des métiers pour répondre à l'évolution des activités des entreprises. À ce jour, nous constatons que les entreprises
n'envisagent pas forcément de nouveaux métiers, à part peut-être dans l'éco-conception, mais bien plutôt visualisent déjà le besoin d'enrichir la majorité des métiers de briques de compétences vertes. Et on s'aperçoit également que autant les entreprises se sont appropriées la transition numérique et la digitalisation, autant la traduction concrète de la transition écologique n'est pas encore mature dans beaucoup de TPE-PME. D'autant qu'on voit également que la transition écologique nécessite une approche vraiment holistique qui va nécessiter de mobiliser tous les acteurs d'une filière de l'amont à l'aval pour vraiment trouver son efficacité. C'est pourquoi, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous travaillons de plus en plus donc, avec des branches et de manière plus large avec des filières. Par exemple, en ce moment, donc évidemment, il y a sur le bâtiment pour la rénovation thermique des bâtiments. Avec le commerce également, nous menons actuellement un EDEC dont la transition écologique est un axe prioritaire. Et donc, globalement, donc, tous nos EDEC accompagnent les filières et les branches professionnelles qui se saisissent de cette thématique pour qu'elles s'en saisissent. Depuis la sensibilisation des entreprises et de leurs collaborateurs jusqu'à l'intégration de la transition écologique dans les process de production et donc dans les gestes professionnels des salariés. Et donc, j'invite dans tous les territoires, les branches professionnelles, les filières, les entreprises à aller rencontrer les directs pour mettre en œuvre avec elles ces engagements de développement de l'emploi et des compétences qui sont vraiment un plus pour essayer d'avancer dans la transition écologique. Merci à vous. Donc, on a pu survoler un petit peu très rapidement, c'est toujours très frustrant, voilà, ce regard sur l'emploi à la fois macro, sur les grands chiffres à la fois de manière très concrète avec des exemples comme le CV de site ou ce qui se fait au sein d'EDF. Émilie Cariou, je crois que vous vouliez réagir rapidement, il nous reste 4 minutes. Oui, très rapidement. Donc, moi, je trouve que tous ces propos ont été finalement dans le même sens et très complémentaires. Il a été évoqué notamment les sujets de fléchage et notamment du plan de relance. Alors, je tiens à signaler qu'à ce jour, le plan de relance n'est pas du tout assez fléché. Alors, effectivement, on a des investissements dans la rénovation énergétique, la rénovation de l'habitat, mais en revanche, tout ce qui est baisse de fiscalité aujourd'hui est fait absolument sans contrepartie, sans éco-conditionnalité, mais sans fléchage non plus. Et le principal vecteur qui a été choisi aujourd'hui par le gouvernement, les fameux 20 milliards qui sont en fait 10 milliards par an, mais qui se prolongeront sine die, ce sont les baisses des impôts de production qui, par nature, ne sont pas du tout fléchés. Je tiens à le signaler. Donc, il y a beaucoup à revoir dans ce plan de relance parce que tel qu'il est, comme Pierre Canet évoquait plusieurs scénarios, là, le scénario qui est choisi, c'est le laissons faire. Moi, je ne crois pas non plus au laissons faire parce qu'on n'a plus le temps de faire le laissons faire. Il faut absolument qu'on flèche beaucoup plus l'argent public. Il faut que les aides directes soient soumises à certaines conditions en matière de transition énergétique, mais aussi en matière de morale financière, fiscale, etc. Pas de filière dans les paradis fiscaux, pas de distribution de dividendes quand on a reçu de l'argent de l'État, pour que l'argent public soit vraiment réinvesti dans l'investissement. Je souscris effectivement complètement à ce qui a été dit par le représentant M. Portier de la CFDT. Il faut qu'on renforce au point de vue gouvernance des entreprises le rôle des salariés parce qu'eux, ils connaissent les emplois, ils connaissent leurs activités et je pense que si on les écoutait mieux, on ferait les investissements qu'il faut pour nous préparer à l'avenir. Donc, beaucoup de travail à faire, notamment dans la prochaine loi de finances. Merci à tous. Si jamais quelqu'un veut dire un dernier mot d'1 minute, voilà, il y a une possibilité de rajouter un dernier mot. Je ne vois personne qui demande la parole. Sinon, écoutez, je crois que c'était intéressant d'avoir ce regard. Oui, Monsieur Portier, allez-y. Oui, juste peut-être pour vous donner une information, c'est en droit fil de ce que dit Madame Cariou. J'étais au comité exécutif du Conseil national de l'industrie lundi
Donc, on a redit qu'il n'y avait pas de conditionnalité sur les aides, et notamment sur la défiscalisation. Par contre, je pense, et là, on a peut-être intérêt à se parler pour voir comment on peut mettre ça en place, concernant la commande publique, le Premier ministre semble ouvert à mettre des conditionnalités et sociales et environnementales. Bon, je pense qu'il y a intérêt à ce qu'on réfléchisse ensemble à ce que ceci pourrait être. Merci, ça sera le mot de la fin. Je vous invite à rester pour la prochaine table ronde qui va parler de neutralité carbone dans les entreprises, un autre enjeu fort. Merci à tous les intervenants et passez une bonne journée. Au revoir. Ah, donc on peut se parler. Ben, merci à tous.